a été réélu il y a maintenant un an. Et qu'il n'a rien fait pendant un an. Et donc, et qu'il n'y a pas un état de grâce, mais même un état de disgrâce qui est vraiment très profond et qui touche à sa personne. Donc, je ne vois pas très bien comment, en 100 jours, il va pouvoir se rétablir, d'autant que... Mais en même temps, on comprend effectivement, à travers les propos qu'il a tenus, qu'il tiendra demain dans Le Parisien, en disant qu'il veut mouiller sa chemise, qu'il a donc choisi de se montrer à nouveau. Plus on le déteste, plus il veut se montrer à nouveau, pour essayer de feindre auprès de son camp, qui commence à se disloquer également, en tout cas une sorte de courage qu'il ne manque pas. D'ailleurs, il a un certain courage physique à aller affronter la foule, à affronter les injures détestables, à affronter les colibets, etc. Et on peut penser qu'il se donnerait là, avec cette sorte de parcours du combattant, une sorte d'allure christique presque qui viendrait aider à sa rédemption. Je n'y crois pas un seul instant, car dans le fond, il paye là son caractère très profond, qui est un caractère très clivant, très... vous savez, Manuel Valls avait dit de lui, il est méchant. Et il avait dit ça avant qu'il ne vienne lui brosser les souliers pour revenir dans son camp. Il avait dit de lui, il était méchant. Et effectivement, c'est un petit peu ce caractère-là qui se voit chez cet homme, qui n'arrive à s'affirmer que dans la confrontation, dans le clivage. Alors je vois que dans son interview, il regrette d'avoir dit... de ceux qui passaient dans les gares, de ceux qui ne sont rien, il a reconnu qu'il y avait une faute à avoir dit ceci. Bon, il en assume d'autres. Hein. Il assume, par exemple, traverser la rue pour obtenir un job. Oui, d'accord. Bon, c'est très bien. Mais moi j'attendrai qu'il s'excuse pour dire j'ai bien envie d'emmerder ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Parce que là, avec quasiment ce fiasco des vaccins, j'aurais bien aimé qu'il esquisse une sorte d'autocritique. Et puis je l'ai entendu donc lundi dire je vais vers l'apaisement, 100 jours d'apaisement, et Le Monde le lendemain donnait une petite phrase de lui qui disait qui disait il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse. Donc on voit qu'à chaque fois, malgré tout, dans ce tempérament très narcissique, il ne supporte pas la critique, il ne supporte pas d'être mis en question, d'ailleurs il ne supporte pas d'assumer ses propres responsabilités. Vous avez laissé comprendre qu'il disait de sa première ministre qu'elle était la première responsable, dans le fond, du fiasco des retraites. C'est un petit peu ce qu'on croit comprendre. Donc, il a cette position d'un homme qui est ressenti, en tout cas, comme n'aimant pas le peuple. En tout cas, le peuple ordinaire, le petit peuple. Et donc, c'est une des raisons qui me fait dire que, naturellement, cet apaisement sera inatteignable. L'autre raison est qu'au-delà même de sa personne, il paye ce qu'il est. Il paye le symbole de ce qu'il représente depuis maintenant 6 ans, c'est-à-dire une oligarchie, c'est-à-dire un homme qui a été choisi, dans le fond, par un système financier, un système politique, un système mondialiste, et que c'est également ce système-là qui est rejeté par les électeurs, par une partie des Français qui attendent d'un pouvoir qu'il se rapproche de lui. Or, ce pouvoir-là, plus il avance, plus il se détache précisément des préoccupations des gens ordinaires. Et d'autant plus que le macronisme est devenu un leurre, est devenu une sorte d'idéologie liquide, d'idéologie flasque, d'idéologie molle dans laquelle on met tout et n'importe quoi. Alors, rappelez-vous que quand Emmanuel Macron est arrivé sur la scène politique en 2016, j'avais moi-même à un moment applaudi parce que l'on disait de lui qu'il était le produit de la société civile et qu'il était le produit d'un progressisme révolutionnaire. Et le président avait écrit un livre qui s'appelait Révolution et on allait voir ce que l'on allait voir. En fait, on s'est aperçu naturellement que cette société civile était d'une société très privilégiée, celle d'une sorte des gagnants de la mondialisation, et qu'à travers le macronisme, le quoi qu'il en coûte, qui en est sa substance même, a montré, le quoi qu'il en coûte, pardon, le en même temps, le quoi qu'il en coûte en était une autre chose, mais que le en même temps, qui était quand même la substance du macronisme, c'est-à-dire cette manière d'être hors dehors des partis, d'être en dehors de la droite et de la gauche, et d'aller dans le sens du vent en fonction des péripéties du moment, que ce en même temps-là a rendu une doctrine totalement illisible. Il n'est peut-être pas besoin de vous faire des dessins, mais cela se voit sur les grands projets, sur les 3 grands projets qu'il a annoncés lundi, dans lesquels il y aura en vrac
et le travail et l'ordre républicain et le progrès pour mieux vivre, qui sont tous des procédés de communication. J'ai cru comprendre également que dans l'interview qui paraît demain, il engrange encore à nouveau d'autres sujets épars afin de feindre le mouvement. Et d'ailleurs, lui-même a dit « je n'ai pas le droit de m'arrêter ». Donc il est dans ce que Taguieff avait appelé le bougisme, c'est-à-dire qu'il feint le mouvement pour ne pas tomber, comme pour faire du vélo, si vous vous arrêtez, vous tombez. Et donc, il est dans la perspective d'une sorte de canard sans tête, si je puis dire. Et naturellement, cela pose un certain nombre de problèmes. 16 pages en même temps, Yvan Rioufol. Je peux vous assurer que je rejoins votre position. Quand vous dites que ça rend illisible un peu le projet d'Emmanuel Macron, il explique qu'il aurait dû mouiller le maillot, que finalement ses ministres n'ont pas fait le job, mais en même temps, il accorde toute la confiance à la Première ministre, explique-t-il. Au moins a-t-il reconnu la colère exprimée contre sa réforme. Et d'ailleurs, il a dit on peut tout à fait contester le président, mais on doit toujours lutter contre la violence et l'incivisme. C'est-à-dire que le grand problème d'Emmanuel Macron, outre sa personne, c'est son approche du réel. Encore une fois, je pense qu'il a un problème avec le réel. Il vit dans une sorte de métavers. Et là, je me suis félicité, en effet, qu'il ait enfin compris qu'il y avait une colère. J'avais plaisanté à un moment donné, ici même, sur ce plateau, de la manière dont, au Salon de l'Agriculture, il avait dit à nouveau « je ne sens pas la colère ». C'était il y a quelques mois, après l'avoir dit 6 mois avant que les Gilets jaunes ne déboulent sur les Champs-Élysées, il avait dit la même phrase, je ne sens pas la colère. Donc là, on voit au moins, il prend acte de cette irritation profonde, mais en même temps, il dit qu'il ne voit pas qu'il y a une crise de la démocratie. Donc c'est un faux aveu, c'est un aveu qui est un aveu à demi-mot. Et pour le reste, je suis désolé de dire qu'il va contourner le réel à nouveau comme il le fait depuis toujours. C'est-à-dire que je l'ai entendu dire également d'une manière un peu fanfaronne, de ne rien lâcher, c'est ma devise. Parlant des retraites, on peut lui reconnaître peut-être en effet qu'il n'a pas lâché sur les retraites, c'est une affaire entendue. On pourrait d'ailleurs s'interroger de savoir pourquoi cet homme qui en appelle toujours à la diversité ne veut pas prendre en considération les diversités des situations individuelles de ceux qui partent en retraite. De faire une retraite comme ça abrupte pour 64 ans pour tous, ça pouvait être également questionné. Mais au-delà de cela, je suis prêt à démontrer qu'il a lâché sur tout. Il n'a peut-être pas lâché sur les retraites, mais il a lâché sur tout le reste. C'est-à-dire que celui qui se présentait comme étant réformiste et qui allait transformer la France ne l'a pas transformé en 6 ans. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas désendetté, mais il l'a au contraire endetté. Il n'a pas naturellement essayé de suppléer à l'effondrement des services publics. Il n'a rien tenté de résoudre sur les grands sujets du moment. Et sur l'immigration, je l'ai entendu dire, et il le redit demain, je crois bien, qu'il va s'attaquer à l'immigration clandestine. Mmh. Mais ce n'est pas l'immigration clandestine qui est le premier sujet aujourd'hui des Français, c'est l'immigration légale. C'est à l'immigration légale qu'il faudrait s'attaquer, à l'accession à la nationalité qui est ouverte à tous. C'est à cette immigration qui fait venir près de 500 000 personnes par an. Alors, et sur l'immigration clandestine, naturellement, le ministre de l'Intérieur va s'agiter beaucoup à Mayotte parce que Mayotte devient un petit peu l'épicentre de ce que représente en effet une immigration clandestine qui est en train de subvertir un département français, certes, mais vous avez vu qu'également au Parlement européen, les députés de la majorité macroniste ont refusé d'avaliser une grande décision, d'ailleurs qui a été prise un petit peu dans l'indifférence générale du Parlement européen, de financer des murs afin de protéger l'Europe. C'est-à-dire que là, on tombe vraiment dans ce qui était rejeté comme une abomination il n'y a pas si longtemps que cela, et singulièrement par les macronistes qui s'accrochent encore à cette fiction de dire que l'on pourrait limiter l'immigration clandestine simplement par des mots et par des jolies phrases. Et donc, on est là, effectivement, dans cette incongruité-là. Un projet de loi sur l'immigration avant l'été et qu'il ne sera pas finalement réduit. Vous savez que là aussi, on était dans l'incompréhension sur ce fameux projet de loi. Véronique Jacquier, est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron peut convaincre 100 jours, c'est suffisant avec tous ces chantiers-là ? Il ne va pas faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose, moi, qui me marque, c'est qu'un président, normalement, quand il prend la parole, que cette parole doit être présidentielle,
on est censé se dire, tiens, que va-t-il annoncer pour que nous avancions ensemble, que nous réformions le pays. Et on a l'impression maintenant que les Français se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore ? C'est-à-dire que dès le départ, la posture de 3 Français sur 4, puisqu'un sondage est paru ce matin sur CNews, où le président de la République était impopulaire pour 3 Français sur 4, eh bien c'est qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore ? Et donc on a ce sentiment que les Français sont exaspérés et ne l'écoutent plus. Pourquoi ? La première chose, c'est sur la forme, c'est que on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Bien entendu, il faut réindustrialiser le pays, bien entendu. Le travail, l'ordre républicain, l'écologie, bon, le progressisme, ça c'est autre chose, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur ces valeurs cardinales. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut remettre en marche les services publics. En revanche, malgré tout ce qu'il dit, et ça, dès le début d'ailleurs de son premier quinquennat, il avait dit nouvelle méthode pour que nous avancions tous ensemble. Et on voit bien au bout de 6 ans qu'il n'y a toujours pas de nouvelle méthode et qu'on n'avance toujours pas tous ensemble. Il a dit des dizaines de fois, je vais me réinventer, je vais gouverner avec vous. Il a dit après les Gilets jaunes, il a dit après le Covid, il a dit dès sa réélection et tout de suite après les élections législatives. Il ne cesse de le dire. Et on voit bien en fait que ça ne prend plus. Après sur le fond, et ça c'est beaucoup plus grave, alors pourquoi il ne peut pas avancer ? Pourquoi finalement le macronisme ne décolle plus et ne décollera pas. 1, parce que bien entendu, il n'a pas de majorité. 2, parce qu'il veut faire des alliances. Il faudrait qu'il aille les chercher à droite. Or, il envoie en permanence des signaux à son petit résidu de gauche progressiste, ne serait-ce justement que quand il parle de progrès comme une nouvelle valeur cardinale. Et donc, en fait, quelque part, les Français ne comprennent plus ce président parce qu'il se rêve en Obama. Il se rêve un peu en Obama français pour une gauche à l'américaine. Mais chez nous, je pense que ça ne fonctionne pas. Et surtout, le pays va tellement mal que ça ne peut pas prendre racine. Ensuite, deuxième chose pour aller sur le fond. Comme l'a dit Yvan, il n'y a effectivement pas de réforme précise, il n'y a pas de cap. Par exemple, souvenez-vous, lundi, il a dit les services d'urgence, d'ici 2024, on va régler le problème. Enfin, les services des urgences qui sont engorgés, il faut une vraie réforme de l'hôpital. Il faut de fait donc s'attaquer à la médecine de ville. Enfin, c'est tout un ensemble qui doit être pris, mais sérieusement, à bras-le-corps. Et on voit que ça n'est toujours pas le cas en 6 ans. Et pourtant, souvenez-vous ce qu'il avait dit au moment du Covid. Il avait dit que c'était le nerf de la guerre pour réformer ce pays et même pour qu'il acquiert une nouvelle souveraineté par rapport à la question des médicaments, etc. etc. Bon, on voit bien qu'il a de plus en plus de mal à être crédible, ce président. Yvan Rioufol, comment voyez-vous l'avenir d'Emmanuel Macron ? L'avenir d'Emmanuel Macron m'importe peu, à vrai dire, mais ce qui m'importe, c'est l'avenir de la France. Or, l'avenir d'Emmanuel Macron est lié aujourd'hui, enfin, l'avenir de la France est lié à celle d'Emmanuel Macron. Et la question que l'on doit se poser est de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire durant ces 4 ans qui viennent. Il a encore 4 ans à tenir, 4 ans à tenir sans majorité, 4 ans à tenir sans projet, 4 ans à tenir sans idéologie fixe et sans projet fixe, sans idée. Et donc, naturellement, on peut être très, très inquiet. Et l'on voit bien un petit peu la stratégie qui se dessine à nouveau. C'est une stratégie qu'il avait appliquée après les Gilets jaunes, qu'il avait appliquée également après le Covid, c'est-à-dire une stratégie qui consistera à instrumentaliser des peurs, la peur du populisme pour les Gilets jaunes, la peur de la peste noire pour le Covid. Là, ça va être la peur du chaos et de la chienlit pour les manifestations de casseroles. Qui reproduisent d'ailleurs avec une sorte de visibilité sonore ce qu'étaient les Gilets jaunes avec la visibilité visuelle de ce pléonasme-là, afin de faire comprendre que vous êtes toute une partie d'une population qui cherche par tous les moyens à se faire entendre de ce pouvoir sourd et aveugle. Donc on voit bien qu'il y a des grands axes qui vont être à nouveau remis, exploités par ce président-là, mais cela ne va pas pouvoir tenir. Je pense qu'un président ne peut pas tenir seul face à un peuple qui se détourne de lui à ce point-là. Et encore une fois, ce n'est pas simplement ce président-là qui pose problème, c'est tout ce qu'il représente de 40 ans, dans le fond, de pouvoir politique qui s'est détaché des réalités, qui s'est détaché d'une partie d'un peuple qui était considéré comme étant un peuple infréquentable. Donc je pense que le président de la République ne peut pas faire l'économie d'aller vers le peuple à travers des élections législatives, à travers des référendums. J'ai entendu qu'il voulait peut-être relancer des référendums, mais certainement pas, en tout cas, sur les retraites. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse non plus. Et alors j'entends dire également que Nicolas Sarkozy se présenterait et serait prêt à être le prochain Premier ministre. Le prochain Premier ministre. Enfin, ce serait une situation totalement incongrue. J'entends bien naturellement qu'il est quasiment en situation de cohabitation, mais la cohabitation ne peut s'établir qu'à travers l'expression d'un vote, à travers des législatives. Il faudrait donc qu'il y ait d'abord un vote à travers des législatives
avant que le président ne désigne un autre Premier ministre. Et ce ne pourra donc pas être Nicolas Sarkozy. Et on verra bien qui sortirait vainqueur de cette élection des législatives. Si c'était le Rassemblement national qui sortait vainqueur des législatives, ce serait naturellement une personnalité du Rassemblement national qui devrait être Premier ministre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et on voit bien qu'à cette perspective épouvantable que d'avoir à questionner le peuple et à cette perspective épouvantable que d'avoir à admettre qu'il y aurait une alternative, peut-être, avec le Rassemblement national pour l'instant, en attendant que les droites se réveillent, mais pour l'instant elles se tirent dans les pattes, je pense qu'on est prié d'attendre et d'attendre dans le chaos. En un mot, oui, Véronique, en un mot, non, on peut imaginer, je ne suis pas Madame Irma, mais on peut programmer quand même ce qu'il va nous annoncer. Il va nous annoncer pléthore de conventions citoyennes, il va essayer de faire jouer à plein pot le Conseil national de la refondation, le tout en essayant de squeezer un peu le Parlement. Et voilà, une pseudo-démocratie participative alors qu'il ne sait pas donner aux Français les moyens de s'exprimer via le référendum. Donc tout ça va donner encore des situations très incongrues pendant les 4 ans qui viennent. Oui, il compte bien retourner.